Bonsoir. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite des questions sur le thème « Conséquences pour la France de la résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur les projets du Parlement européen tendant à la révision des traités ». Nous en venons aux questions du groupe socialiste apparenté. Monsieur Alain David. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Le monde a profondément changé et lorsque le monde change, l'Europe a la responsabilité de changer également. Cette adaptation est d'autant plus nécessaire que le processus d'élargissement s'est relancé vers l'Ukraine et la Moldavie ou vers la Géorgie et les pays des Balkans occidentaux. Au Parlement européen, cette nouvelle donne a inspiré des travaux approfondis, opiniâtres, afin de doter l'Union de nouvelles règles plus efficaces et plus démocratiques. Certaines, comme l'adoption d'un ambitieux plan de relance ou la création décisive de rebonds et d'une dette commune, ont pu se faire dans le cadre actuel. D'autres nécessitent une procédure de réforme des traités. Au Parlement européen, les députés du RN ont sans surprise refusé cette résolution adoptée le 22 novembre dernier et demandant au Conseil européen d'engager le processus avant tout nouvel élargissement. La résolution va pourtant dans le bon sens, en réclamant, entre autres, un renforcement des compétences du Parlement, une augmentation des domaines dans lesquels les actions sont décidées à la majorité qualifiée, une plus grande participation citoyenne au processus décisionnel, une nouvelle ambition pour une politique commune de défense, une lutte ambitieuse contre les paradis fiscaux. Pour ces raisons, les députés socialistes français au Parlement européen, comme la quasi-totalité de leurs collègues du groupe des socialistes et démocrates, ont évidemment soutenu l'adoption de cette résolution. Alors on comprend sans mal que le RN souhaite monter en épingle cette résolution dans la perspective de l'élection européenne. Mais restons objectifs, en l'état, ce rapport n'a rien de contraignant. Il reste de nombreuses étapes avant une éventuelle réforme des traités européens. La demande de révision va être transmise au Conseil européen qui devra convoquer une convention, puis une conférence. Les représentants des 27 pays européens devront ensuite tout valider, puis ratifier la révision des traités européens. Merci, et nous serons consultés. Le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Alain David, je ne peux que souscrire à l'essentiel de ce que vous avez dit. Je voudrais retenir dans les propos qui ont été les vôtres l'idée qu'à traité constant, si l'on peut dire, l'Europe a réussi, lorsque la situation l'exigeait, à faire des pas en avant assez considérables. On pense en particulier à l'emprunt commun qui a permis de soutenir la relance et la résilience au travers de l'Union européenne. Et je voudrais relever, par ailleurs, comme vous l'avez dit, que l'ouverture de cette réflexion autour de la réforme des traités est bienvenue, mais que cette réforme sera conditionnée à un certain nombre d'étapes, et en particulier conditionnée à l'unanimité au Conseil, puis, une fois les traités révisés, à leur ratification démocratique dans l'ensemble des États membres. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Gérard Leseul. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers collègues. Dans ce débat, comme à son habitude, le RN, tout à l'heure, a voulu faire entendre sa petite musique populiste et attiser les peurs plutôt que de construire, plutôt que de proposer des solutions et des améliorations concrètes à la construction européenne. Nous l'avons constaté avec la crise Covid et aujourd'hui avec la guerre qui fait rage aux portes de l'Europe. Nous avons besoin d'Europe et non d'un recroquevillement sur nous-mêmes pour notre sécurité, notre industrie, notre agriculture, nos emplois, nos enfants. Cependant, l'Europe doit cesser d'être une construction chimérique pour de nombreux citoyens qui se sentent éloignés, voire exclus de sa gouvernance. Nous avons besoin d'une Europe plus démocratique, d'une Europe où les citoyens puissent exprimer plus directement leur voix par le mandat donné aux députés européens.
Nous voulons une Europe plus transparente, mieux comprise et mieux soutenue par les peuples. Une Europe plus ambitieuse et plus efficace pour apporter à travers ses réponses collectives une vraie plus-value incontestable à tous ses habitants. Cette résolution du Parlement européen vise à proposer de renforcer la démocratie européenne en donnant un rôle plus important au Parlement européen, dans la nomination des commissaires européens, dans les discussions budgétaires ou dans l'initiative législative. Cette résolution, toujours pour renforcer l'exercice démocratique au sein de l'Union, propose de renforcer le pouvoir des parlements nationaux dans le contrôle de subsidiarité ou en décidant de confier au Parlement européen la possibilité d'avoir un rôle de législateur commun. Les députés socialistes souhaitent une première étape de révision limitée, centrée sur deux questions essentielles, l'élargissement du champ de la majorité qualifiée et les droits du Parlement. Le Parlement européen doit disposer, sans doute mieux que notre Parlement national, de l'initiative législative, c'est-à-dire d'une capacité à proposer des lois européennes, ce qui est aujourd'hui un monopole de la Commission. Il doit également exercer un véritable pouvoir budgétaire pour décider d'égal à égal avec le Conseil des impôts et taxes européens et du budget et des ressources propres. Monsieur le ministre, qu'envisage le gouvernement pour faire du Parlement européen la force centrale de l'Union? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. C'est vrai que nous sommes réunis à l'initiative du Rassemblement national, qui est présent, mais qui n'est pas très nombreux ce soir. Cependant, je veux néanmoins souligner que pour rendre l'Europe plus démocratique, nous avons tous une responsabilité. Si vous êtes présents ce soir, c'est que vous avez jugé opportun et utile de venir questionner le gouvernement de la France sur ses intentions. Et je pense que ce type d'exercice, je prêche pour ma paroisse, gagnerait à être multiplié, notamment à l'approche des échéances au cours desquelles la France va défendre au Conseil européen, par exemple, un certain nombre de positions. Et c'est ainsi qu'au travers de leurs parlementaires nationaux, les Français se réapproprieront une partie de l'Europe qu'aujourd'hui ils considèrent très éloignée d'eux. Ensuite, sur les propositions ou les deux points sur lesquels vous insistiez, celui de la majorité qualifiée, j'ai eu l'occasion de rappeler que la vision de la France n'est pas d'exclure par principe toute extension du champ de la majorité qualifiée. Il y a sans doute des domaines pour lesquels elle n'est pas pertinente. Je pense en particulier aux questions de sécurité et de défense. Peut-être y a-t-il des domaines où elle le serait néanmoins, mais cela suppose au préalable d'avoir défini les politiques que nous voulons voir mener en Europe pour qu'ensuite les règles de gouvernance puissent s'y adapter. Et s'agissant du Parlement européen, enfin, nous sommes ouverts à notamment une progression dans l'initiative parlementaire dont dispose le Parlement. Vous le savez, les parlementaires, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, les parlementaires européens peuvent d'ores et déjà faire des résolutions, ils ne peuvent pas être directement à l'initiative de textes et ça mériterait d'être examiné dans le détail. Puis je reviendrai, puisque j'ai commencé par là, sur les parlements nationaux qui disposent de capacité à mettre des cartons jaunes sur les textes en cours d'examen au Parlement. C'est une faculté que les parlements nationaux ne connaissent pas toujours, mais ils ont une capacité à peser dans les discussions européennes. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe écologiste